Bonjour mes abonnés, bienvenue sur Tips RH. Nous sommes dans notre podcast habituel. La fraude sur les cartes d'assurance, c'est un problème majeur pour les chefs d'entreprise, pour les RH. Et cela peut entraîner une augmentation des budgets qui nous sont alloués. Pour faire barrage à cette fraude, nous avons contacté des experts en la matière, en l'occurrence Oléa Côte d'Ivoire, pour nous donner des tips afin de maîtriser les coûts de consommation des cartes d'assurance, mais également nous donner des tips pour faire barrage à la fraude sur les cartes d'assurance. Nous recevons pour l'occasion Dr Brice Tindji, qui est directeur santé chez Oléa Côte d'Ivoire et président de la Société ivoirienne de médecine conseil. Bonjour docteur. Bonjour Audrey. Comment tu vas? Super, je vais très bien. Moi, je suis très à l'aise chez Oléa ici. J'ai vraiment pas envie de partir. Ah bon? Oui, franchement. C'est très bien. Super. On est content de te recevoir. D'accord. Alors, aujourd'hui, ce que les chefs d'entreprise et les RH cherchent à savoir, c'est comment maîtriser les coûts de consommation de l'assurance santé et afin de faire barrage aux fraudes sur les cartes d'assurance. Donc, c'est ce dont nous allons parler tout au long de ce podcast. Ok, très bien. Bonne arrivée encore. Merci. C'est un sujet auquel nous touchons chaque jour. Ouais. C'est notre quotidien. Et donc, on fera l'effort de pouvoir répondre humblement à ces différentes questions. Merci, docteur. Bonjour, docteur. Quels sont les principaux points de fraude sur les cartes d'assurance? C'est une très belle question. Pour répondre à cette question, il faut savoir d'abord comment ça se passe, quels sont les types de fraude dans l'assurance santé. Et les types de fraude, on en a trois sortes, généralement. Il y a celui qui est couvert par l'assurance santé, donc l'assuré, qui est un acteur de la fraude. Il y a aussi celui qu'on appelle le prestataire, dans notre jargon, pour que les uns et les autres comprennent plus facilement, c'est la clinique, le cabinet d'optique, la pharmacie, qui est aussi un acteur. Et puis après, il y a quand le prestataire, c'est-à-dire l'assuré, et le prestataire se mettent ensemble. Ça, c'est la fraude, on appelle la fraude de connivence. Donc, ce sont les gros chapitres de fraude dans l'assurance santé. Donc ça peut être un réseau qui se crée entre les prestataires, les employés, etc. Généralement, il y a un réseau et qu'il nous faut démanteler. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, comment ça se passe? Peut-être que dans le fil de la discussion, on en parlera. Mais déjà, il faut retenir que la fraude peut partir de l'assuré, du prestataire, ou bien qu'ils peuvent se mettre ensemble. Donc, quelles sont les actions concrètes que les employeurs peuvent mettre en place pour faire barrage à la fraude? Généralement, ceux qui sont en front pour pouvoir faire barrage à la fraude, c'est le gestionnaire que nous sommes. Après, c'est la coopération de l'employeur que nous demandons. On va remettre des informations à l'employeur. Peut-être qu'à cause des données à caractère personnel, il ne pourra pas les découper elles toutes, mais s'il a un médecin avec lui, un médecin du travail, on déverse ces informations avec le médecin. La coopération nous permettra de découper toutes les informations. Et puis tout ce qui est signaux d'alerte, on va les déceler. Et puis on pourra mettre la main sur ceux qui fraudent. Je prends un exemple tout bête. On vous met à disposition la liste de tous les assurés qui ont déjà pris une lunette, des paires de lunettes, comme je les porte. Et puis on vous met la liste à disposition. Et puis l'employeur qui met la liste à disposition de son médecin, il se rend compte que l'assuré X dit avoir pris des lunettes, mais n'en porte pas quand il vient au travail. Donc il va poser la question tout naturellement à la personne, où sont tes lunettes? C'est un cas de fraude qu'on peut déceler là. Donc il suffit juste de la coopération et puis on arrive à déceler des cas. Et quand vous décelez des cas de fraude, quelles sont les sanctions qui sont encourues par, on va dire, les auteurs? On fait un courrier. D'accord. Quand c'est de l'assurer simplement, on fait un courrier à sa direction. Et c'est à la direction à elle de prendre des mesures selon son règlement en interne. Où ça va jusqu'au licenciement. On a vu des personnes qui ont été licenciées et tout. Et d'autres qui ont même poursuivi les travailleurs. Et quand c'est le prestataire, il arrive que soit c'est une suspension, ou soit c'est traduit devant les tribunaux. Voilà. Mais je suppose que ça entache aussi votre réputation en tant que compagnie d'assurance. Est-ce que vous avez des actions que vous menez aussi, on va dire, pour rétablir votre image, etc.?
C'est plus l'image de ceux qui ont été dans le cas de fraude qui sont entachés. Okay. Nous, dans notre cas, on fait tout ce qui est en notre possibilité pour pouvoir contrer au maxi ces fraudes. Donc, vous allez voir que quand une personne est hospitalisée, du jour au lendemain, elle reçoit la visite des médecins du gestionnaire et on veut savoir comment vous allez, est-ce qu'on vous a bien pris en charge et tout. Mais en réalité, ce n'est pas ça le plus important de notre démarche. Notre démarche, est-ce que la personne qui est dans le lit, qui est hospitalisée, est bien et belle cette personne qui bénéficie de l'assurance santé. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se font passer pour d'autres, qui utilisent une carte de santé qui ne leur appartient pas. Vous savez, nous sommes en Afrique, on a tendance à vivre en communauté, à se souder les uns les autres. Donc, le neveu a 10 ans, mon fils en a 8. On se dit, ben, de toute façon, les deux ont quasiment le même âge. Pourquoi ne pas utiliser la carte de l'un pour que l'autre en bénéficie? Et donc, ça se fait très souvent. Et nous, on fait le contrôle par derrière. Et quand on se rend compte, on fait les démarches. Ça m'amène à te poser une question. Est-ce qu'il arrive, par exemple, que des employés ou bien des entreprises autorisent que des parents qui ne soient pas des ayants droit bénéficient de la carte d'assurance? Est-ce que, par exemple, je peux autoriser que ma cousine bénéficie de ma carte d'assurance? Enfin, soit rajoutée à la liste des bénéficiaires. Est-ce que ça existe? Non. Ça, de tout mon vécu, de toute mon expérience, je n'en ai jamais vu une permission de ce genre. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que quand on va à la rencontre des travailleurs, il arrive que certains n'avaient pas l'information. Ils ne pensaient pas que la carte était exclusivement pour elle seule. C'est ça. Je pense que du fait que l'assurance, je l'ai, tous ceux qui vivent sous mon toit peuvent en bénéficier, ce qui n'est pas juste. Et donc, il y a la fraude aussi sans le savoir. C'est-à-dire que sans le savoir, ils ont commis un impair en allant utiliser la carte pour un tiers ou pour un autre tiers. Voilà, sans le savoir. Sinon, ce n'est pas admis, c'est de la fraude. OK. Mais je pense qu'aussi, il y a on va dire, un rôle de sensibilisation que nous, RH, nous devons mener. C'est-à-dire quand l'employé il arrive en entreprise, avant la signature de son contrat, on doit lui donner toutes les conditions pour l'utilisation de sa carte d'assurance. C'est ça. On doit lui rappeler que c'est strictement individuel. Voilà, c'est exclusif. Et aussi lui présenter les sanctions qui sont encourues en cas de fraude. C'est ça. Voilà. Et ça n'empêche pas aussi qu'au cours de l'année, on ait des campagnes de sensibilisation de façon périodique pour que les gens soient gardés, on va dire, dans cette logique-là, gardent cet état d'esprit, utiliser leur carte d'assurance conformément au but pour lequel Oui. Et moi, dans mon quotidien, quand une entreprise souscrit à l'assurance santé, il y a ce qu'on appelle le onboarding. C'est-à-dire qu'il faut donner aux clients comment les choses fonctionnent. Et c'est toujours par cette phrase-là que je termine mon propos lorsque je rencontre le personnel, que votre carte elle est strictement individuelle. Voilà. Donc, même quand on veut être solidaire de quelqu'un qui est malade, on peut lui prêter de l'argent, on peut subvenir à ses soins en l'aidant financièrement, mais pas en lui prêtant sa carte de santé. C'est considéré automatiquement comme de la fraude et pour vous payer en payer le grand prix. Voilà. Alors, docteur, chez nous, les RH, on a un terme qui nous dérange un peu, c'est la sinistralité. On se dit qu'on a souscrit à une police d'assurance, donc les employés sont couverts. Et puis, lorsque on est à la fin de l'année, on nous dit vous avez consommé au-delà d'un seuil. Donc, voilà, vous devez payer un peu plus pour la facture de l'année précédente. Qu'est-ce que c'est au juste? OK. Bon, peut-être qu'on ne dira pas ça, on n'appellera pas ça la sinistralité là. Parce que la sinistralité, tout simplement, c'est la consommation. C'est les dépenses. Dans d'autres jargons, on va dire c'est l'accident. C'est ce qui est arrivé. En santé, c'est les dépenses et les consommations. Alors, en santé, en gestion santé, il y a un seuil qu'on appelle le ratio sinistre à prime. Il est équilibré lorsqu'il est à 70%. D'accord. C'est un ratio qui part des sinistres, donc des consommations de l'année, ou bien de la période, sur la prime payée sur la période. Quand il est en dessous de 70%, ben, tout va bien. On dit que la consommation elle est équilibrée. Mais quand en fin d'année, on se retrouve à un ratio sinistre à prime qui est au-delà des 70%, ça veut dire qu'elle n'est pas équilibrée. Donc, pour l'exercice nouveau, on se dit, comme vous aviez tendance à consommer un peu plus, les chiffres montrent que vous avez tendance à consommer un peu plus, voici le ratio. Et donc, pour le nouvel exercice, on vous majore de 15%. Voilà. Par contre, il peut arriver aussi que vous ayez consommé moins. Voilà, donc on vous bénéficiez d'un réajustement à la minoration.
Ok. Ça, c'est une information qu'on n'a pas toujours quand on souscrit au contrat d'assurance. Ok. On s'attend toujours à la même facture. Voilà, on se dit que la facture sera augmentée seulement si l'effectif augmente. On n'y pense pas. Donc, je pense que tu fais bien de mettre l'accent sur Oui, ce parce point-là. qu'après le rôle, nous ne sommes pas seulement que gestionnaires. Ok. Olia est un courtier et nous, on est là pour donner des conseils. C'est ça. Il faut souscrire à la bonne assurance, au bon coût, pour avoir les meilleures garanties. Et donc, quand on le fait, on donne en même temps toutes les informations nécessaires qui encadrent le contrat pour que l'un et l'autre ne soient pas surpris demain de ces événements. Et surtout, en cours d'année, on fait ce qu'on appelle des comités de suivi. C'est ça. Donc, trimestriellement, un gestionnaire est tenu de pouvoir voir son client pour lui dire, écoute, il y a un signal d'alerte parce que la consommation a commencé à atteindre certains seuils. Si nous n'y prenons pas garde en fin d'année, on pourrait être majoré. Et donc, on prend des mesures, on donne des conseils. C'est ça aussi notre rôle. C'est surtout notre rôle, ça même. De faire en sorte que le budget ou bien la prime que vous payez ne soit pas majorée en fin d'année. C'est ça. Voilà. Donc, il y a une éducation que vous nous faites en tant que manager RH, etc. Ça. Et nous, ça nous permet de prendre des actions qu'il faut vis-à-vis du personnel. Donc, on va... C'est pourquoi on est toujours en contact avec les managers RH. C'est ça. On s'appelle quotidiennement. Et même quand il y a des gros sinistres, il y a de grosses consommations, quelqu'un peut être hospitalisé en réanimation, peut bénéficier d'une grosse intervention chirurgicale. Vous allez recevoir un mail. La RH, il y a un des travailleurs qui est hospitalisé là, l'intervention va coûter 4 millions, 6 millions. Ça permet en même temps de se mettre à l'idée que voici où on pourrait arriver avec les consommations de l'année. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des actes particuliers sur lesquels on relève les cas de fraude? Oui, en termes de fraude, auparavant, là où il y avait beaucoup plus de fraude, c'est dans la lunetterie. Ok. Dans la lunetterie, c'était l'élément où il y avait le plus de fraude. Des uns et des autres se promenaient, des personnes véreuses ou qui sont dans le domaine de l'optique, se promènent et puis disent, ben, écoute, tu as une carte d'assurance, tu ne portes pas des lunettes, mais tu peux avoir des lunettes. Donc, même si tu n'en portes pas, on peut te racheter ta prise en charge. Et donc, l'assuré étant, s'il a besoin d'un peu d'argent et qu'il veut se glisser dans ces mailles-là, ben, il va prêter sa carte d'assurance à la personne qui va émettre une prise en charge. Et voici, on payera des lunettes pour lui, quand bien même il n'en portera pas. C'est comme s'il a vendu sa prise en charge à quelqu'un d'autre. Il y a cet élément. Mais aujourd'hui, il y a plus en plus de fraude dans les surprescriptions et puis dans les hospitalisations fictives. Surprescription, c'est quoi? Ben, je reçois une personne X à l'hôpital, je sais qu'elle est assurée à 100%. Et comme elle est assurée à 100%, ben, le médecin, entre guillemets, ce n'est pas pour jeter l'opprobre aussi mes confrères médecins. Non du tout, non du tout. Mais il y a une tendance à surprescrire. Ben, pour un seul signe, on demandera une bactérie d'examen. On hospitalisera la personne pour 3, 4, 5 jours. Et bien, voici, on se retrouve avec une facture de millions juste après le séjour. Alors que si la personne n'était pas assurée, on se serait contenté du minimum pour que la personne puisse recouvrir sa guérison. Donc, il y a cet élément. Et puis l'autre, comme je disais, j'avais dit la surprescription. Et puis, les cliniques veulent faire aussi du chiffre. Je ne suis pas en train de dire qu'elles sont toutes ainsi, mais il y en a d'autres qui, voulant faire du chiffre, elles arrivent à inventer des cas d'hospitalisation, alors que ça ne l'est pas. C'est notre quotidien de travail, ce qu'on fait. Donc, on en voit plusieurs. Et donc, aujourd'hui, en plus de l'optique, il y a beaucoup plus au niveau des prestataires qui utilisent cela. Et puis, enfin, il y a des personnes qui croient encore qu'ils peuvent utiliser la carte de leurs camarades et autres. Et je vous raconte une anecdote pour ça. Elle s'est passée dans une ville de l'intérieur, au centre du pays, où un élève qui est en classe de 5e, il ne se portait pas bien et son voisin était assuré. Et comme il grelottait en classe, il dit, ben, voisin, tu grelottes, moi j'ai une carte d'assurance. Mes parents le font souvent, allons à l'hôpital. Par solidarité. Par solidarité. Ils vont à l'hôpital, mais comme ce n'est pas lui qui est malade, donc je te donne ma carte, mais ils vont vérifier certainement. Donc je vais faire semblant de dire les signes que tu as, et puis quand ils vont prescrire les médicaments,
tu vas à la pharmacie, tu vas prendre. Donc, c'est le bien portant qui se présente devant le médecin. Et il dit les signes que son voisin avait. Mais ce qui est... J'en ris parce que c'est une anecdote. À la fin, le médecin dit, ben, écoute, on doit t'hospitaliser. Donc, il demande à la soignante et puis à l'infirmier, prenez-lui une voie veineuse et puis couchez-le. Mais ils l'ont couché, ils l'ont pris sa voie veineuse alors qu'il se porte bien. Mais ils ne pouvaient pas dire que c'est à cause de mon ami que je suis venu. Et donc, finalement, il a fini par s'en... Et on s'est rendu compte, mais c'est pour dire à quel niveau la fraude devient quelque chose de logique ou de normal pour certaines personnes, alors que ça reste toujours de la fraude. D'accord. Je vais revenir sur le comité de santé. OK. Il a lieu combien de fois avec l'employeur? Qu'est-ce qu'on recherche exactement à travers le comité de santé? Déjà, rien n'est figé dans le marbre en termes de fréquence. En fonction de la particularité du client, de son niveau de consommation, de certaines spécificités ou de certains détails, on peut d'emblée faire un programme. De manière standard, c'est généralement 3-4 fois l'année, par trimestre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on recherche? Le comité de santé, c'est l'objectif principal, c'est d'équilibrer les dépenses. C'est l'objectif principal. Vous avez une prime, je dis un montant comme ça, une prime de 10 millions que vous payez pour vos travailleurs annuellement. Si l'année nouvelle, vous devez payer 12 millions, c'est comme si vous avez augmenté votre budget. Ce n'est pas ça le rôle de l'entreprise. Elle ne veut pas consommer, elle ne veut pas plutôt dépenser plus. Donc notre rôle, en tant que gestionnaire courtier, c'est de faire en sorte que vous soyez toujours dans votre budget. Et donc, c'est les conseils qu'on vous donne le trimestre. Quels sont les endroits où vous devez partir pour équilibrer, les actes dans lesquels vous dépensez plus, les conseils qu'il faut pour équilibrer, ainsi de suite. Donc, il y a certaines subtilités, certains conseils qu'on apporte au RH et tout. Et on voit que la tendance commence à s'harmoniser au fil du temps. Et jusqu'en fin d'année, on atterrit normalement. Et puis, bon, personne n'est embrouillé. Mais je pense que ça nous aide aussi à gérer les budgets. Parce qu'à la fin de l'année, on doit justifier, nous RH, on doit justifier pourquoi le budget il explose, etc. Donc avec le comité de santé, on peut anticiper certaines choses, on peut sensibiliser et puis ça nous permet de mieux nous entendre avec nos employeurs, les chefs d'entreprise, ceux qui nous ont recrutés. Ah ben oui, effectivement, ce que tu as dit est totalement juste et bon. Donc c'est ça l'intérêt aussi du comité. Et on tient compte de cela et on veille à ce que, en tout cas moi avec mon équipe, on veille à ce que le comité soit tenu, soit suivi pour que les résultats puissent être palpables. Super, En tout cas, docteur, merci de nous avoir reçus. Merci. Merci à Oléa pour la collaboration, on apprécie. Et je pense que ce podcast est très enrichissant pour nos abonnés, pour les RH, pour les employeurs. Sachez que les compagnies d'assurance ne sont pas là pour nous prendre des sous uniquement, mais sont aussi là pour nous accompagner, à sensibiliser nos employés, à les éduquer dans la bonne utilisation de leur carte d'assurance. Donc, n'hésitez surtout pas à collaborer avec votre courtier ou votre maison d'assurance. Quant à nous, chers abonnés, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Tips RH. Surtout, souscrivez à Oléa Côte d'Ivoire. Bye bye.